Braves gens, bonsoir et bienvenue dans Horrifiques histoires. Et ce soir, dans Horrifiques histoires, je vais vous lire Netescurial, une nouvelle de Thomas Ligotti, traduite par Anne-Sylvie Aumassel. Braves gens, bonne écoute. L'île et l'idole. La lettre commençait sur ces mots. J'ai découvert un manuscrit plutôt extraordinaire. Cette trouvaille est le fruit du hasard et de fastidieuses fouilles dans les archives de la bibliothèque au sein du terreau constitué par leurs documents les plus anciens et les plus décatis. Si je puis juger d'une pièce un tant soit peu ancienne, et tel est bien sûr le cas, ces pages friables, dirais-je, datent du dernier quart du siècle précédent. Une estimation plus précise de leur âge exact suivra, ainsi qu'une photocopie qui, je le crains, ne restituera pas dans sa beauté l'écriture délicate et crispée, non plus que la teinte passée, noire verdâtre, que les années ont donnée à l'encre. Malheureusement, il n'y a aucune mention de l'auteur, que ce soit dans le manuscrit lui-même ou dans l'ennuyeuse et abondante paperasse qui lui tenait compagnie. Rien d'ailleurs dans la dite paperasse n'a de lien avec l'objet qui nous occupe. Et quel objet ? Un étranger dans la foule, un vrai roman noyé dans la paperasse que tout sans doute destiné à demeurer caché. Je suis presque certain que cette fiction, bien qu'elle se présente de temps à autre sous la forme de missives ou de notes de journal intime, n'a jamais connu les honneurs de l'impression. Étant donné le caractère étrange de son contenu, j'en aurais eu connaissance un jour ou l'autre. Bien qu'il s'agisse d'une sorte de déclaration sans titre, il m'a suffi d'en lire les premières lignes pour mettre mes autres ouvrages de côté et m'isoler dans un coin de la bibliothèque pour le restant de l'après-midi. Les voici, ces premières lignes. Dans les pièces de nos maisons et au-delà de leurs murs, sous les flots noirs et par-delà les cieux au clair de lune, sous les collines de la terre, sur les pics des montagnes, dans la feuille du nord et dans la fleur du sud, à l'intérieur de toute étoile et dans le néant qui la sépare des autres, dans le sang et dans la chair, irriguant toutes les âmes, tous les esprits, volant sur les vents vigilants de ce monde et des autres, derrière les visages des vivants, comme derrière ceux des morts. Cette exhortation s'arrête là, inachevée, fragment peut-être d'un texte plus ancien. Mais
Ce n'est assurément pas la dernière fois que ce refrain incohérent nous viendra aux oreilles. Du reste, c'est en relation avec une présence bien précise, ou plus exactement, une omniprésence rencontrée en une île obscure située en une latitude nordique non mentionnée, que le narrateur cite cette cascade d'expressions. En quelques mots, il a été convoqué sur cette île, qu'une carte locale nomme Nétescurial, pour y rencontrer un autre homme, un archéologue que notre auteur désigne simplement par son titre et une initiale, Dr N. Le Dr N, quant à lui, appellera notre narrateur Bartholomew Gray, ce qui est, de l'aveu de ce dernier, un pseudonyme. Sur cette île lointaine, nue et, lui excepté, inhabitée, le Dr N, semble-t-il, consacre ses journées à des fouilles assez singulières. Tandis que Monsieur Gray vogue vers sa destination, il remarque les cieux confus et les flots tout aussi ténébreux. Sa prose est d'un style un peu dépouillé à mon goût, mais à l'approche de l'île, cela donne de scrupuleuses descriptions de son étrange aspect, ce qui me convient bien. L'île offre au regard des formations rocheuses des plus tourmentées, des pins hérissés et de gigantesques épicéas aux mouvements étranges. Les falaises qui font face à la mer ressemblent à des masques, et un brouillard malsain, stagnant, se cramponne au paysage, tel un lichen. Dès que M. Gray s'attache à décrire ces lieux, un charme soudain anime son écriture, sinistre ensorcellement que génère une présence profondément mauvaise, laquelle se tient à une distance de nous, telle que nous ressentons en une seule et unique émotion, l'amour et la peur qu'elle nous inspire. Trop proche, et nous nous souviendrions peut-être de l'omniprésence du mal en ce monde des vivants. Le risque serait grand de voir notre sens assoupi de la perdition se réveiller, nous revenir en pleine santé. Trop loin, et nous voilà encore moins curieux, plus complaisants que nous le sommes d'ordinaire. Nous finissons même par nous irriter de ce que le mal imaginaire est si piètrement représenté qu'il échoue à nous transmettre le moindre écho de sa contrepartie du monde réel, bien présent, lui. Naturellement, toutes sortes de lieux peuvent servir de scène à la révélation de vérités menaçantes. Le mal, tant aimé, si dangereux, peut se montrer en tout lieu, car il est, précisément, en tout lieu. Il peut être suscité aussi bien par un éclat de soleil et les fleurs, que par l'obscurité et les feuilles mortes. Néanmoins, un caprice du sort foncièrement intime permet parfois à la quintessence de l'horreur de l'existence de n'être excitée qu'en des lieux tels que l'île solitaire de Nétescurial, où le réel et l'irréel tourbillonnent, libres et fous, dans le même brouillard. En ce lieu, semble-t-il, en ce royaume distant, le Dr N avait découvert un objet ancien, recherché depuis fort longtemps.
Article marginal, certes, dans le journal ineffablement volumineux de la création, mais néanmoins stupéfiant. Peu après avoir débarqué, M. Gray doit vérifier la véracité des dires de l'archéologue. Selon lui, tout dans l'île a été curieusement modelé. Dans la limite de ses rivages, tout, minéral, végétal ou quoi que ce soit qui s'y manifeste, semble être à la merci d'une force démoniaque qui lui donne forme. Un Genius Loci qui a sculpté ses cauchemars dans le matériau de l'île. L'exploration approfondie de ce petit bout de terre ne fait qu'accroître le sentiment d'un sortilège mauvais évoqué d'un trait léger au début du manuscrit. Je m'abstiendrai d'autres citations. Il se fait tard et je voudrais finir cette lettre avant d'aller me coucher, et m'essaierai plutôt à couper directement dans l'épiderme de cette histoire pour en révéler les viscères et les os. Du reste, le manuscrit semble avoir une anatomie propre. Son holographie vert sombre l'irrigue comme un réseau de veines. Je regrette bien que ma paraphrase ne puisse le garder vivant. Assez. Monsieur Gray se fraye un chemin dans les terres, traînant avec lui un petit sac de voyage bien rempli. Dans une clairière, le voici devant une grande maison. Cependant dépourvue d'ornements, bâtisse presque primitive qui se détache sur le paysage de l'île, collines semblables à des verrues, arbres tumoraux. L'extérieur de la maison est incrusté de ces pierres mouchetées et lépreuses, si nombreuses dans les environs. L'intérieur de la maison, que le visiteur aperçoit par la porte ouverte, est aussi vaste qu'une cathédrale, mais bien plus dépouillé. Les murs sont blancs, lisses. Ils semblent de surcroît s'incliner vers l'intérieur, comme ceux d'une pyramide, du plancher au haut plafond. Il n'y a pas de fenêtre. De nombreuses lampes à huile sont disséminées dans la maison, où elles dispensent une lueur sacrée. Une silhouette descend un interminable escalier, traverse l'immense pièce pour venir accueillir solennellement l'invité. S'ils se méfient d'abord l'un de l'autre, les deux hommes finissent par se considérer sans gêne aucune et peuvent enfin se consacrer à leur vraie mission. Jusqu'ici, on l'aura constaté, la pièce qui se joue est bien connue. La scène est traditionnelle jusqu'à la rigidité. Les protagonistes sont prisonniers de son style. Car ces acteurs ne sont pas tant des individus que des marionnettes dans des mystères anciens qui nous racontent depuis des siècles la même histoire, pourtant parfois encore bien étrange à nos yeux. Trébuchant dans le même paysage brumeux, à la recherche de la même maison ancienne et solitaire, les pantins de ces pièces trouvent invariablement quelque chose de nouveau, d'inconnu, car ils sont dépourvus de souvenirs et se rappellent à peine avoir accompli ces gestes mécaniques des centaines, des milliers de fois depuis le début des temps. Ils réitèrent avec peine les mêmes mouvements, rabâchent les mêmes répliques, même si, par moments, mais c'est bien rare, ils sont saisis de très vagues doutes. Tout cela s'est déjà produit. Cette histoire-là ressemble tellement à celle de la race humaine.
Cela les transforme en parfaits représentants de notre destin. Ceci est le fait que, sculptés à la main, ils ressemblent à des victimes détraquées qui voudraient partager les secrets de leurs peines intimes, alors qu'ils sont manipulés par le même maître. Les secrets dont se font part ces deux polichinelles sont présentés de manière assez perfide par l'auteur de la confession. Car, à la réflexion, c'est de ce genre que le texte en vers relève vraiment. Monsieur Gray, en effet, ou quel que soit son nom, semble en savoir bien plus qu'il ne l'avoue, surtout en ce qui concerne son collègue archéologue. Néanmoins, il rapporte ce que lui a dit le docteur N, et, plus important encore, ce que ce grand amateur d'excavation a exhumé du sol de l'île. La chose n'est qu'un fragment, le fragment d'un objet antique, lequel fut, on le sait, une idole. Mais quelle partie ? Difficile de le dire. C'est une pièce de puzzle passablement difforme, dont l'aspect semble indiquer que l'idole, à l'état complet, était d'une forme hideuse et malsaine. Le fragment est noirci par le vert de gris des siècles, et le matériau dans lequel il est sculpté ressemble désormais à un jade en putréfaction. Les autres fragments de l'idole se trouvaient-ils dans le sol de l'île ? La réponse est non. La statuette, semble-t-il, a été brisée voici des siècles. Chaque morceau a été enterré en un lieu lointain pour qu'elle ne puisse être aisément reconstituée. Bien qu'elle ne fût qu'une simple représentation, l'effigie concentrait un très grand pouvoir. L'antique secte qui fut constituée pour adorer cette force semble avoir pratiqué une sorte de panthéisme. Ces zélateurs croyaient que toute chose créée, contrairement aux apparences, était faite d'un matériau unique, unifié, transcendant, émanation d'une puissance créative centrale. D'où le chant rituel qui commence par « dans les pièces de nos maisons », etc., se référant à la nature envahissante de cette divinité, Dieu d'une espèce extrêmement primitive, omniprésente, appartenant à la catégorie des dieux qui éclipsent les autres, divinité territoriale dont la revendication « j'ai créé le monde » prétend annihiler celle de ses rivaux. Au passage, ne nous reste de ce culte que ce fameux chant. Il a été publié pour la première fois dans un ouvrage d'ethnographie que l'on pourrait presque qualifier d'ésotérique. Illumination du monde ancien, publié dans la seconde partie du XIXe siècle, à peu près au moment où fut écrit le manuscrit que je résume ici, en hâte. Un voile tomba sur la secte à un moment donné de la carrière de ces adorateurs du grand Dieu unique. Il semble qu'un jour, il leur fut révélé d'une façon à la fois obscure et révoltante que la puissance devant laquelle ils se prosternaient était d'une essence mauvaise et que leur panthéisme était en vérité une sorte de pandémonisme. Certains, parmi les sectateurs, n'en furent pas surpris. Une lutte interne se déroula, qui résulta en un massacre. Quoi qu'il en fût, les antidémonistes l'emportèrent.
Ils rebaptisèrent immédiatement leur ancienne divinité pour en faire ressortir sa nature maligne, tout juste découverte. Et le nom qu'ils lui donnèrent désormais était Nétès Curial. Heureuse circonstance donc. Cette île, oubliée, se présente en toute franchise comme le berceau de l'idole de Nétès Curial. Naturellement, l'île n'est que l'une des quelques autres terres lointaines où furent dispersés les fragments du totem désacralisé. Ceux des membres originels de la secte qui s'étaient rebellés en traîtres contre leur dieu savaient que le pouvoir contenu dans l'effigie ne pouvait être détruit. Ils décidèrent donc de la répartir en des lieux isolés de la planète où son pouvoir de nuisance ne pourrait plus s'exercer envers grand monde. Mais auraient-ils vraiment voulu attirer l'attention sur leurs gestes en permettant à ces tombes éparses de porter le nom du dieu pandémonique ? C'est peu probable. De même, il est difficile d'imaginer qu'on leur doit ces frustes bâtisses, des temples si l'on veut, lesquels servent à indiquer à d'autres la présence d'un fragment de la vieille idole. Par conséquent, le Dr N est bien forcé de supposer que la faction démoniste de la secte a survécu, sous la forme d'un culte dont la mission est de retrouver les lieux que la présence de l'idole a transformés, lieux identifiables de ce fait par leur effroyable aspect. Cette quête exigerait un temps et des efforts considérables, étant donné la dispersion des terres où ces tessons du mal furent enfouis. Surnommée la recherche, elle attirait parfois de nouvelles recrues, lesquelles étaient souvent, dans les premiers temps, des spécialistes des civilisations disparues, bien qu'ils ignorassent que la cause qu'ils servaient était encore d'actualité. Le Dr N prévient alors son collègue M. Gray de la menace que pourrait représenter pour eux ceux qui cherchent à reconstituer l'idole et à raviver son pouvoir. La seule présence de la grande et grossière bâtisse démontre certainement ceci. La secte sait que l'île recèle un fragment de son idole. Monsieur Gray est, comme on pouvait s'y attendre, en fait, un membre de la dite secte dans son incarnation contemporaine. Par ailleurs, il a introduit dans l'île, souvenez-vous de son sac de voyage bien rempli, les autres fragments de l'idole collectés au cours de longs siècles de recherche. Il ne lui manque plus qu'un morceau pour reconstituer l'idole pour la première fois depuis 2 ou 3 millénaires. C'est celui qu'a découvert le Dr N. De plus, il a besoin de l'archéologue en personne pour le sacrifier à Nétès Curial, cérémonie qui se déroule le soir même dans les étages supérieurs de la bâtisse. Je vais me permettre d'accélérer le pas, histoire de ne pas m'éterniser. Le rite de sacrifice réserve quelques atroces surprises à Monsieur Gray. Ces gens, apparemment, ne se rendent jamais compte des mauvais draps dans lesquels ils se mettent, lequel se repent bien vite de ces diaboliques pratiques et brise de nouveau l'idole. Fuyant ces étranges rivages,
y jette les morceaux par-dessus bord, semant dans les flots gris et froids les miettes d'une sidérante puissance. Par la suite, craignant obscurément que sa vie soit menacée, ses coreligionnaires pourraient bien se venger. Il couche par écrit l'histoire d'une atrocité qui est à la fois la sienne et celle de toute l'espèce humaine. Fin du manuscrit. Je dois dire qu'en dépit de mon penchant pour les contes absurdes de l'espèce de celui que je viens d'essayer de résumer, je ne suis pas aveugle à leurs défauts. Par exemple, s'il se peut que la narration ait perdu dans cette réduction une part de son impact émotionnel, elle a certainement gagné en cohérence. Les incidents du manuscrit sont maladroitement développés. Des détails importants ne sont pas soulignés. D'autres, improbables, sont jetés au visage du lecteur sans un seul effort pour le persuader de leur véracité. J'ai de l'admiration pour le principe fantastique qui constitue le cœur de ce texte. La nature exacte de cette entité pandémonique me semble fort intrigante. Et si la création dans son ensemble n'était qu'un masque dont se parerait le mal le plus ignoble? Mal absolu dont la réalité ne serait atténuée que par notre propre aveuglement, mal logé au cœur des choses, existant à l'intérieur de toute étoile et dans le néant qui la sépare des autres, dans le sang et dans la chair, irriguant toutes les âmes, tous les esprits, et ainsi de suite. Il y a même dans le manuscrit une référence qui relie Nétescurial à ce mythe magnifique des aborigènes australiens, l'Alkera, le temps du rêve ou rêverie, supra-réalité qui est la source du monde qui nous entoure. Cette référence a une autre utilité. Elle nous permet d'être plus précis sur la date du manuscrit. C'est en effet à la fin du siècle dernier que la cosmologie des aborigènes fut portée à la connaissance du public par des anthropologues australiens. Et si l'univers était le rêve, le cauchemar fiévreux d'un démiurge démoniaque? Ô suprême Nétescurial! Hélas, et c'est là le problème, ces inventions supranaturelles sont très difficiles à imaginer. Elles échouent si souvent à se matérialiser en nos esprits, à trouver une texture mentale, qu'elles n'entrent pas, par conséquent, dans le domaine du sensible, création monstrueuse et abstraite de la métaphysique, qu'elles sont croquis élégants ou maladroits qui, sur le papier, ne vit pas et ne peut nous émouvoir. Bien sûr, il nous faut garder une certaine distance vis-à-vis de fantômes tels que Nétescurial, distance qui s'obtient en général par le moyen des mots, lesquels emprisonnent toutes sortes de créatures dangereuses avant que ces dernières puissent nous dévorer, corps et âme. Et pourtant, les termes dans lesquels ce manuscrit-là est rédigé me semblent un peu timides à cet égard. Peut-être parce qu'ils ne sont que les griffures ternes et vertes d'une main humaine, et non
le pesant grillage du caractère imprimé. Mais nous voulons être assez proches cependant pour percevoir l'haleine fétide de ces bêtes ou les voir tels des léviathans préhistoriques tourner autour des îles minuscules sur lesquelles nous avons trouvé refuge. Même si nous sommes incapables d'une sincère croyance en ces cultes anciens, en leurs idoles inconnues, même si ces aventuriers sous pseudonyme et ces archéologues ne nous paraissent guère plus substantiels que des ombres sur un mur, et même si ces curieuses bâtisses érigées sur des îles lointaines nous semblent assez branlantes, il y a cependant dans tout ce théâtre une force qui nous hante comme un mauvais rêve. Et cette force ne vient pas tant du conte lui-même que de son en-deçà, lieu d'une obscurité infinie, d'une malignité omniprésente, dans lequel nous pourrions très bien pénétrer sans le savoir. Mais assez de ces pensées nocturnes. Après avoir fini cette lettre, ce n'est que dans mon lit que je vais m'aventurer. Post-scriptum. Un peu plus tard, le même soir. Il s'est passé un bon moment depuis que j'ai couché sur le papier la description et l'analyse qui précèdent. Comme mes phrases à présent me semblent naïves. Et cependant, d'un certain point de vue, elles sont encore vraies. Le dit point de vue était un privilège dont je ne jouis plus, du moins pour l'heure. La distance qui me sépare d'un mal dévastateur s'est considérablement réduite. Il ne m'est plus si malaisé d'imaginer les horreurs qu'évoque le manuscrit, car je les ai éprouvées de la manière la plus intime. Quel idiot je suis d'avoir joué avec ces visions, et qu'il est facile à un simple rêve de détruire votre sentiment de sécurité, ne serait-ce que pour quelques heures mouvementées. Oh, je l'ai déjà vécu, tout cela. Mais jamais avec l'intensité de cette nuit. Je ne dormais pas depuis bien longtemps, mais cela apparemment était amplement suffisant. Lorsque le rêve a commencé, j'étais assis à un bureau dans une pièce très sombre. Il me semblait qu'elle était également très spacieuse, même si je ne voyais pas grand-chose au-delà du bureau, à chaque extrémité duquel une sorte de lampe était allumée. J'avais sous les yeux de nombreux papiers de tailles différentes, des cartes ou des plans, cela je le savais. Je les étudiais les uns après les autres. À présent, j'étais plongé dans leurs tracés qui dominaient le rêve et en chassaient toute autre image. Chacune des cartes représentait quelque archipel, sans aucune référence à des terres ou à des continents plus familiers. De ces fragments de terre aux formes irrégulières ancrées dans des mers innommées émanait un profond sentiment d'éloignement et de solitude.
Mais bien que les îles ne fussent pas localisées précisément, j'étais certain, sans savoir pourquoi, que ceux auxquels ces cartes étaient destinées connaissaient déjà leurs coordonnées géographiques. Le mystère, cependant, n'était que superficiel. Aucune clé ésotérique n'était exigée pour identifier la géographie plus globale dont ces cartes étaient un détail à petite échelle. Elles se différenciaient toutes par le langage connu dans lequel les îles étaient nommées. Et pourtant, poursuivant mon examen, j'avais même l'impression de voyager réellement entre ces exotiques bouts de terre, minuscules pièces d'un mystère éparpillé. Je constatais que les cartes avaient tout un point commun. Quel que soit le langage utilisé, il y avait toujours dans l'archipel une île qui se nommait Netescurial. Comme si ce terrible nom s'était, partout dans le monde, insinué en diverses régions pour s'y imposer comme le seul qui pût convenir à une île donnée. Bien sûr, le mot avait ses variations apparentées, ses orthographes diverses, parfois ses translittérations. Et avec quelle clarté je les reconnaissais. Pourtant, avec la singulière conviction qui parfois s'empare du rêveur, je savais que tous ces lieux avaient été revendiqués au nom de Netescurial et qu'ils portaient tous la même marque, signifiant que quelque chose y avait été enterré. L'un des fragments de l'idole démembrée. Le rêve changea de forme avec cette pensée. Les cartes se désagrégèrent en une sorte de brume. Le bureau se transforma en toute autre chose, un autel de pierre grossièrement taillé. Les lueurs des 2 lampes s'accrurent, révélant le curieux objet disposé entre elles. Si de nombreuses visions du rêve étaient d'une précision tranchante, ce n'était pas le cas de cet obscur objet. J'avais l'impression d'une sorte d'agglomération suggérant un tout monstrueux. Et dans le même temps, ces contours qui suggéraient l'homme et la bête, la fleur et l'insecte, le reptile, les pierres et d'innombrables choses que je ne pouvais pas même nommer, semblaient en perpétuelle évolution, se mélangeant de 1000 manières, ce qui interdisait toute image perceptible de l'idole. Les 2 lampes offrant à présent une lumière bien plus puissante, je me rendis compte que la pièce était en vérité immense. Les 4 gigantesques murs s'inclinaient les uns vers les autres, donnant à l'espace où je me trouvais une forme parfaitement pyramidale. Mais les choses à présent m'apparaissaient dans une perspective curieusement lointaine. L'autel et son idole se trouvaient au milieu de la pièce, et j'étais à quelque distance, et peut-être même ailleurs. Ce fut alors que d'un recoin sombre ou d'un passage secret surgirent en file indienne des formes qui se dirigeaient lentement vers l'autel. Elles finirent par se regrouper en arc de cercle autour de l'idole. Elles m'apparaissaient tout à fait décharnées, toutes revêtues d'un tissu noir qui collait à leurs membres et leur donnait l'aspect d'ombres maigres. Elles semblaient en vérité emmaillotées de noirceur des pieds à la tête. Seul leur visage était nu. Visage qui n'en était pas, mais des masques pâles, sans expression, identiques. Dépourvus de toute ouverture, ils conféraient à ces êtres un effroyable anonymat, un antique anonymat. Sous ces visages lisses, aux traits presque imperceptibles, se trouvaient des esprits qui ne savaient plus chercher l'espoir et la consolation que dans le mal auquel ils allaient s'abandonner sans regret. Et cependant, cette reddition était un processus des plus sélectifs, une cérémonie des élus.
L'une de ces ombres au blanc visage se détacha du groupe, apparemment aimantée par la proximité de l'idole. Puis elle s'immobilisa et de l'intérieur de son sombre corps, quelque chose s'éleva, une sorte de fumée lumineuse. Elle flotta en long tourbillon vers l'idole et fut absorbée. Et je savais, car n'était-ce pas mon propre rêve, que l'idole et celui qui lui était sacrifié étaient en train de ne devenir qu'un en eux-mêmes. Cette scène se poursuivit jusqu'à ce que la forme noire se soit vidée de sa brume ectoplasmique et scintillante. Alors, la forme, à présent réduite à la taille d'une marionnette, s'affaissa sur elle-même. Bientôt, elle fut ramassée, d'un geste plutôt tendre, par un autre célébrant, qui la posa sur l'autel et, à l'aide d'un couteau, trancha sans un bruit dans les chairs du petit corps. Quelque chose alors se mit à suinter sur l'autel. Liquide, épais, huileux et d'une étrange couleur, sombre teinte qui n'avait pourtant aucune des nuances du sang. Bien que l'étrangeté de cette couleur fût plutôt une idée qu'un effet de la vision. Elle commença à envahir le rêve et détermina la dernière phase de son développement. Sans autre forme de procès, cette pièce caverneuse, étouffante, se désagrégea à son tour, se transformant en une topographie hérissée de tout un capharnaüm de formes et d'accidents qui revêtaient cette unique et sinistre couleur, comme si tout était recouvert d'une moisissure antique et noircie. Autrefois, il y avait eu peut-être des rochers, de la terre, des arbres, du moins en avais-je l'impression. Tout à présent avait l'aspect du lichen pétrifié. Sous mes yeux se contorsionnaient tels des motifs en fer forgé, où d'immenses et broussailleux jardins de corail s'étendait un lacis inextricable dont la surface était submergée sous un chaos de petits bas-reliefs, scarifications qui suggéraient tout un monde de faciès et de formes démoniaques. Et leur aspect était si semblable à tout ce que j'avais déjà décrit, que j'eus le sentiment que je ne pouvais plus échapper à cette horreur, pas même en ma propre chair. Ce fut alors que je sentis monter en moi cette panique spécifique qui s'empare souvent des rêveurs juste avant la sortie du cauchemar. Mais avant d'échapper au songe, j'eus le temps de voir encore cette couleur omniprésente en l'île, comme pour souligner l'épouvante de mes visions oniriques. C'était celle qu'avaient revêtue les flots d'encre qui léchaient les rivages de l'île et s'étendaient jusqu'à l'horizon. Comme je l'ai expliqué un peu plus haut, me voilà réveillé depuis quelques heures maintenant. Ce dont je n'ai pas dit mot encore, c'est de l'état dans lequel je me trouvais au sortir du rêve. Durant tout l'épisode, et plus particulièrement dans les derniers moments où je reconnus clairement l'ignoble endroit, m'avait accompagné une présence invisible. Un élément qui, je le sentais, circulait entre toutes choses, les reliant en un conglomérat maléfique qui s'étendait à l'infini. Il n'y a rien d'étonnant, je crois, à ce que ce sortilège visionnaire ait persisté après que je suis sorti de mon lit. J'ai tenté d'invoquer les dieux du monde ordinaire, les appelant par le sifflement de la cafetière, priant devant leur icône de lumière électrique. Mais ils étaient trop faibles pour me délivrer de cet autre dont je ne peux même plus me résoudre à écrire le nom. Il semblait avoir pris possession de ma maison, du moindre objet qu'elle contenait.
et de tout le monde ténébreux qui l'encerclait. Oui, rôdant au cœur des vents vigilants de ce monde et des autres. Tout semblait soudain n'être qu'une manifestation de ce mal. Tout à mes yeux revêtait son aspect. Je le sentais monter de même en moi, croissant en force derrière ce visage de chair que j'avais peur de regarder dans le miroir. Néanmoins, il semble que ces illusions nourries par le rêve soient en train de se dissiper, chassées peut-être par les lignes que je suis en train de tracer. Tel celui qui a trop bu la nuit d'avant et décide de renoncer définitivement à l'alcool. Je me suis juré de ne plus me laisser aller à des lectures étranges. Ce vœu, sans doute, n'est que temporaire. Mes vieilles habitudes me reviendront bien vite. Mais pas avant demain matin. Les marionnettes dans le parc. Quelques jours plus tard, bien après minuit. Eh bien, il semble que cette missive se soit transformée en une chronique de mes aventures nétesculariennes. Vois, je puis maintenant écrire ce nomen spécifique, sans trembler. Qui plus est, je puis me regarder sans appréhension dans un miroir. Bientôt, je serai peut-être même capable de dormir, comme autrefois, sans intrusion visionnaire d'aucune sorte. Sans conteste, mes expériences de ces derniers jours ont dépassé toutes les bornes de l'étrange. Je ne pouvais que tourner en rond sans but, incapable du moindre travail, vois-tu. Et traînant toujours avec moi ce poids craintif au plexus, comme si j'avais trop mangé au banquet de la peur et ne pouvais digérer mon repas. Étrange sensation, quand on considère que j'ai eu le plus grand mal à m'alimenter pendant ce temps-là. Comment pouvais-je ingurgiter quelque nourriture que ce soit, quand tout avait cet aspect ? Déjà, toucher une poignée de porte, des chaussures, même avec des gants. Tout palpitait, frémissait, y compris ma propre chair. Et je voyais également ce qui palpitait sous toutes les surfaces. Mon regard pénétrait l'armure des choses, percevait ce matériau gargouillant tout objet sur lequel je posais les yeux. C'était la couleur du rêve, je la reconnaissais bien maintenant, sombre et verdâtre. Comment aurais-je pu me nourrir ? Comment pouvais-je même supporter de rester trop longtemps au même endroit ? J'étais sans cesse en mouvement, et je m'efforçais de ne pas trop m'intéresser à la manière dont tout, vraiment tout, grouillait sous sa propre surface, empruntant toutes sortes de formes et me faisant toutes sortes de grimaces. Et cependant, c'étaient toujours les mêmes traits, gorgés du même répugnant matériau. Il y avait aussi des sons, des voix qui prononçaient des mots indistincts, des voix qui n'émanaient pas des lèvres des gens que je croisais dans la rue, mais du tréfonds de leur cerveau, murmure incompréhensible d'abord, et puis si net, si éloquent. Cette vague de chaos a atteint son apogée cette nuit, avant de s'écraser sur le rivage. Mais par mes manipulations opportunes, j'ai, j'en suis certain, réussi à tout remettre en place. Voici maintenant
le récit des événements qui concluent le cauchemar tels qu'ils se sont produits. Et comme j'aimerais ne pas en parler au figuré, comme j'aimerais ne vivre de nouveau que dans le monde des rêves, ou bien de retour dans les pages des livres et des vieux manuscrits. Cela débute dans le parc, lieu qui se trouve en fait à quelque distance de chez moi, tant j'avais erré. Il était déjà tard dans la soirée, mais je marchais encore, foulant l'étroite allée goudronnée qui serpente dans cette île de verdure et d'arbres au cœur de la ville. Et d'une certaine manière, j'avais l'impression d'avoir déjà marché en ce lieu, cette même nuit, que tout cela m'était déjà arrivé. Le sentier était illuminé par des sphères lumineuses juchées sur de fins piliers de métal. Une autre sphère lumineuse brillait dans les grandes ténèbres au-dessus de la ville. De part et d'autre de l'allée, l'herbe était noircie par les ombres et les arbres bercés par le vent avaient la même teinte d'un vert boueux. Après avoir marché un temps indéfini le long d'un chemin également indéfini, je suis arrivé dans une clairière où quelques spectateurs s'étaient rassemblés pour assister à une représentation nocturne. Des guirlandes d'ampoules multicolores avaient été suspendues tout autour de la zone. Des bancs avaient été disposés. Les gens installés sur ces bancs avaient tous les yeux tournés vers une imposante guérite, elle aussi illuminée. C'était un théâtre de marionnettes, dont la partie inférieure était ornée de scènes extravagantes. Une ouverture munie de rideaux était pratiquée dans la partie supérieure. Rideaux à présent tirés, révélant deux créatures clownesques qui gesticulaient dans une lueur violente émanant de l'intérieur de la guérite. Penchées et glapissantes, elles s'infligeaient maladroitement des coups au moyen de raquettes de feutre qu'elles serraient dans leurs petits bras. Soudain, au plus fort de la lutte, elles se figèrent. Lentement, elles se retournèrent face aux spectateurs. Il me semblait que les marionnettes regardaient droit vers l'endroit où je me tenais, après la dernière rangée de bancs. Elles inclinèrent leurs têtes difformes et leurs yeux vitreux se vrillèrent dans les miens. Puis, je vis que les autres en faisaient tout autant. Tous les spectateurs avaient fait volte-face, et les traits vides, les yeux morts, me clouaient sur place. Bien que leurs lèvres fussent immobiles, ils parlaient. Mais les voix que j'entendais étaient bien plus nombreuses que ces gens rassemblés devant moi. C'étaient les voix que j'avais entendues alors qu'elles psalmodiaient des paroles confuses dans les profondeurs des pensées des passants, bien en deçà de leur niveau de conscience. Paroles encore étouffées, lentes, fragments monocordes qui se mêlaient les uns aux autres comme les séquences d'une fugue. Mais je les comprenais désormais, ces mots, tandis que d'autres voix s'élevaient qui reprenaient le chant en canon. Dans les pièces de nos maisons, par-delà les cieux au clair de lune, irriguant toutes les âmes, tous les esprits, derrière les visages des vivants, comme derrière ceux des morts. Il m'est impossible de dire combien de temps s'écoula avant que je fusse capable de bouger, de rebrousser chemin dans l'allée, ces nuées de voix tout autour de moi, ces ampoules multicolores dans les branches, balancées par le vent. Et cependant, reprenant
la route du retour. Il me semblait ne plus entendre qu'une voix, ne voir qu'une couleur, trébuchant dans l'obscurité verdâtre de la nuit. Je savais ce qu'il me restait à faire. J'allais chercher quelques vieilles planches dans ma cave, les entassais dans la cheminée et ouvrais le conduit. Dès qu'elles se mirent à flamber, j'y ajoutais un autre combustible. Un manuscrit dont l'encre était d'une certaine couleur. Gratifié désormais d'une vision salvatrice, je déchiffrais la signature de l'auteur. Je sus quelle main avait rédigé ces pages et les avait cachées pendant un siècle. L'auteur du texte avait brisé l'idole et immergé ses fragments en eau profonde, mais la souillure de son antique vernis lui était restée sur la peau. Il avait infecté ses griffonnages verts noirâtres, y avait survécu en attendant de pénétrer l'âme perdue, assez inconsciente pour ne pas voir dans quelles ténèbres elle s'aventurait. Tout cela était bien vrai, je ne le savais que trop. Et n'est-ce pas démontré par la couleur de la fumée qui se dégage du manuscrit en flammes et ne cesse de s'élever? J'écris ces mots assis devant la cheminée. Les flammes sont éteintes, mais la fumée stagne encore au-dessus des pages carbonisées, refusant de s'échapper par le conduit, de se disperser dans la nuit. Elle est peut-être bouchée, cette cheminée? Oui, c'est cela. Elle est bouchée. Le reste n'est qu'illusion et mensonge. Cette fumée, couleur de moisissure, n'a pas revêtu la forme de l'idole, cette forme qui change constamment sous le regard, qui ne peut être vue en son entier, mais qui continue de fabriquer bras et tête et yeux, puis les rétracte, puis les exhibe à nouveau en d'autres dispositions. Cette forme n'est pas en train d'extraire quelque chose de moi, qu'elle remplace par une autre substance. Une substance qui semble saigner des mots que j'écris. Et mon stylo n'est pas en train de grossir, ma main de rapetisser. Vois, il n'y a pas de forme dans la cheminée. La fumée est partie le long du conduit. Elle s'est dispersée dans le ciel. Et il n'y a rien dans le ciel, rien que je puisse voir de la fenêtre. Il y a la lune, bien sûr, haute et pleine. Mais pas d'ombre portée sur son disque, pas de fumée tourbillonnante, de chaos qui suffoquerait l'ordre fragile du monde. Ce n'est pas une souillure que je vois serpenter, palpitante sur la lune, ni la silhouette d'un crabe gigantesque et difforme, émergeant des océans noirs de l'infini, envahissant l'île de la lune, rampant de ses corps innombrables vers toutes les îles tournoyantes de l'espace. Cette forme n'est pas la somme cancéreuse de toutes les créatures, licor suintant qui irrigue toute chose. Nétescurial n'est pas le nom caché de la création. Nétescurial n'est pas dans les pièces de nos maisons et au-delà de leurs murs, sous les flots noirs et par-delà les cieux au clair de lune, sous les collines de la terre, sur les pics des montagnes, dans la feuille du nord et dans la fleur du sud, à l'intérieur de toute étoile et dans le néant qui les sépare des autres, dans le sang et dans la chair, irriguant toutes les âmes, tous les esprits, volant sur les vents vigilants de ce monde et des autres, derrière les visages des vivants, comme derrière ceux des morts. Et je ne suis pas en train de mourir en cauchemar.
c'est une fin d'histoire. Avec ma voix qui se barre